Il était une fois deux princesses voisines qui avaient été élevées dans leur palais mitoyen, séparés par une haie de cyprès, à travers laquelle elles se reluquaient avec suspicion, mais sans envie, se sachant chacune avec certitude la plus belle, la plus intelligente, la mieux bénie des dieux. Nées sous la même lune, elles avaient grandi ensemble, mais à l'âge même où les enfants, si solitaires et si sauvages soient-ils, réclament la compagnie d'un autre, elles se dédaignaient entre elles, agacées malgré elles de la présence de l'autre. Leur père avait au palais gouvernemental des fonctions obscures et complexes dont elles ne savaient que peu de choses. L'un s'occupait du protocole d'une aile, l'autre du protocole de l'autre. Et lorsqu'elles entendaient parler d'elle, elles imaginaient toutes les deux, en ignorant que l'autre avait devant les yeux la même image, exactement un grand oiseau. Les deux princesses étaient coquettes et capricieuses, chacune à sa manière. La première, la fille du chef du protocole de l'aile droite, avait pour les papillons une passion sans bornes. Elle s'était mise en tête de les collectionner de deux façons. Elle les faisait capturer par ses suivantes et elle présidait à la chasse aux papillons. Elles partaient toutes ensemble dès l'aube et attendaient au bord de la rivière l'éveil des papillons. Une fois leur gibier pris, elles revenaient au palais et, vidant leur cage de bambou portative, elles en emplissaient d'immenses volières muettes où l'on n'entendait même pas le bruissement de leurs ailes poudreuses. Sortant de ces volières silencieuses, la princesse qui aimait les papillons ne manquait pas de s'exclamer « Quel enchantement !» Elle détachait les syllabes avec affêterie, ravie des sons qui sortaient de sa bouche, autant que du spectacle qui avait inspiré ce cri d'admiration. Quel enchantement! Sa deuxième collection, comme on peut s'y attendre, était plus cruelle. Les papillons étaient épinglés sur du liège, une aiguille transperçant leur corps et les ailes élégamment déployées afin qu'on en admire le velouté scintillant. Ils étaient regroupés dans des boîtiers recouverts de gaze et plaqués sur les murs d'un cabinet constamment maintenu dans la pénombre, même de jour, par un soupirail qui filtrait la lumière sous un auvent oblique. De nuit, elle avait imaginé d'accrocher sous cet auvent des lanternes dont les lumières vacillantes se reflétaient indirectement sur les murs, faisant danser les ombres, mouvant légèrement ces ailes mortes qui donnaient ainsi à ce sépulcre une illusion de vie. La princesse qui aimait les papillons, préférée du reste, contemplait de nuit sa collection sous boîtier. Elle alternait, passant des volières muettes au sépulcre de la pénombre. Elle jouissait de la comparaison de la vie et de la mort. Perdent-ils quelque chose ? Se demandait-elle. La vie est-elle leur bien le plus précieux ? Point du tout. Ils conservent leur couleur et leur forme. Ils n'ont pas de voix dont la mort les priverait. Leur vie est aussi silencieuse que leur mort. Oh, que je suis heureuse d'égaler la mort à la vie! Quel enchantement! Inutile de le préciser, ces exclamations répétées exaspéraient l'autre princesse. Ce goût que je vois répandu pour les fleurs et les papillons est la marque d'un esprit superficiel et commun, car il faut en toute chose rechercher l'essence et la profondeur. Si le cœur a une beauté, c'est par là qu'on l'atteint. Voilà, dit sa mère, qui me semble exprimer un juste point de vue sur le fond des choses. Mais qu'appelles-tu, ma fille, la beauté du cœur ? Dans le cas du papillon, répliqua la jeune fille, il ne faut point s'arrêter au spectacle qu'il nous offre à l'âge adulte.
Il y a dans cette apparence de beauté un je ne sais quoi d'emprunté, de tapageur, qui m'indispose. La beauté qui apparaît à tous est-elle encore beauté? J'ai décidé, ma mère, poursuivit la princesse, de rechercher la beauté dans ce qui apparemment l'exclut. Et elle détachait les syllabes du mot apparemment avec autant de grâce ostentatoire que sa rivale le faisait pour s'écrier « Quel enchantement !» Et j'ai choisi dans la multitude des insectes ceux qui inspirent le plus fort dégoût, et je les conserve dans différents coffrets. Elle entraîna sa mère vers un appentis exactement symétrique de celui des volières. Mais si les volières étaient muettes, l'appentis de la princesse rivale résonnait de toutes sortes de stridulations, caquettements, crissements, graissements. La mère de la princesse ne put réprimer un sursaut d'horreur. « Allons, ma mère, reprocha aussitôt la princesse, conjure les faiblesses d'une nature qui cède aux préjugés. La mère eut un sourire grinçant. De tous les insectes, le plus intéressant est la chenille. Elle contient des mystères qui touchent mon cœur. La princesse, qui n'aimait pas les papillons, fixait son regard ardent sur les chenilles qu'elle faisait rouler dans leur boîte. Par amour, sa mère était parvenue à surmonter son écœurement. Elle s'était confiée à son mari, qui avait ri d'un épais rire sonore et impassible, et dit « Caprice de jeune fille à marier, goût du paradoxe et de la provocation, preuve de tempérament. » Les servantes avaient été moins facilement convaincues. Il n'était plus question de les enrôler dans la chasse aux insectes. Elles avaient menacé de partir et entendaient le matin, avec mélancolie, à travers la fenêtre coulissante de papier, le rire des servantes de l'autre princesse qui allait à la chasse aux papillons. La princesse, qui aimait les chenilles, dut recourir à des petits garçons de basse naissance, mais de cœur vaillant, pour enrichir ses collections et partir en quête de nouveaux insectes. Elle éprouvait le plaisir le plus vif à inventer des classifications. Les savants eurent vent de cette lubie, et après quelques palabres, ils élurent une délégation tout d'abord chargée de s'informer sur l'état des recherches de la princesse, puis d'en résumer les conclusions qui, il fallait l'avouer, laissaient bien loin derrière elles les quelques travaux de leurs académies d'entomologie. Dans le domaine des chenilles, la science de la princesse avait obtenu des résultats admirables. Mais le but de la princesse n'était pas scientifique. « Mon goût pour les chenilles, disait-elle à qui l'interrogeait, ne relève pas d'une simple esthétique du paradoxe, comme le déclare avec forfanterie et mépris mon père. Non, c'est un goût qui manifeste une philosophie de la vie. Les airs empruntés sont la source première de tout mal. » Elle appliquait donc cette philosophie à sa propre apparence. Elle n'accepta jamais la coutume de s'épiler les sourcils et avait pour celle de s'appliquer sur les dents un émail noir la plus farouche hostilité. Car à cette époque, les femmes noircissaient l'ivoire de leurs dents et se dessinaient au milieu du front de courts sourcils broussailleux, ce qui leur donnait un air de poupée étournée et édentée. « Mode, commentait la princesse qui aimait les chenilles, aussi malcommode que repoussante. » Arborant un sourire d'une blancheur éclatante, elle montrait pour ces chers insectes une affection constante. Elle reprochait à ses suivantes apeurées leur fuite timorée. « Les impertinentes, les petites sottes !» sifflait-elle en les foudroyant de son regard d'autant plus redoutable que ses yeux étaient surmontés d'épais sourcils. Ces extravagances navraient sa mère. « Bien qu'il soit probable, disait-elle à son mari, qu'elle obéisse à de secrets motifs,
Cela ne semble pas ordinaire. Je ne veux pas d'une fille ordinaire, répliquait le chef du protocole de l'aile gauche avec satisfaction et obstination. Pense aux bruits qui vont courir, insistait la mère. Seule la beauté compte. Je parle de celle qui saute aux yeux. Si jamais on colporte, elle aime ces horribles chenilles. Cela m'importe peu de me savoir admiré de médiocres ou méprisé par eux. Il n'est au monde de réalité qui ne relève sa vérité une fois soumise à la recherche de son origine et à la vérification de sa fin. La haine des chenilles me paraît procéder de l'infantilisme, car elles deviennent papillons. Et elle prenait un certain plaisir à mettre l'accent dans cette déclaration sur le mot deviennent, laissant tomber le mot papillon comme une quantité négligeable. Elle conduisit sa mère dans son appentis et lui montra une chenille en mutation. La soie dont les coquettes aiment à se vêtir est produite, expliqua-t-elle doctement, par un ver encore dépourvu d'ailes. Devenu papillon, cet insecte est incapable de filer la soie et n'a plus de raison d'être. À court d'arguments, la mère resta bouche bée.